Bienvenue dans Une semaine dans le monde, c'est toute l'actualité de la semaine vue par nos éditorialistes. Et avec nous cette semaine, Rokhaya Diallo, journaliste, vous êtes réalisatrice de documentaires, auteur aussi de cet ouvrage, la réédition Racisme, mode d'emploi, des éditions Soulaja. C'est un ouvrage qui date de 2011 et qui est donc réédité. Merci d'être avec nous. Christian Macarian, également directeur délégué de la rédaction de l'Express. Claude Veil, vous êtes chroniqueur politique, éditorialiste à Nice Matin, Var Matin. Et Isis Ascoberetta, chargée de projets éditoriaux à Cartooning for Peace, c'est l'association qui a été montée par Plantu et Kofi Annan pour défendre la liberté justement des dessinateurs de presse à travers le monde. La colère grogne en Seine-Saint-Denis où les nuits se suivent et se ressemblent. Encore une vingtaine d'interpellations hier dans des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre. Un mouvement déclenché par l'arrestation musclée d'un jeune homme, Théo, 22 ans, hospitalisé depuis jeudi dernier. Il s'est vu prescrire 60 jours d'incapacité totale de travail pour avoir reçu des coups de matraque télescopiques, notamment dans la zone rectale. On a vu se manifester à cette occasion, Rokhaya Diallo, un élan de solidarité très large envers la victime, Théo, ici en France. Tout à fait. Je crois que les gens ont été extrêmement choqués de se rendre compte que des personnes qui n'avaient rien à se reprocher puissent être exposées de cette manière-là aux violences policières. Alors malheureusement, cette violence est une violence qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis longtemps, qui est connue des habitants des quartiers populaires et en particulier ceux qui sont d'origine étrangère, qui sont surexposés au contrôle policier. Il faut rappeler qu'une étude du CNRS disait que lorsqu'on est perçu comme étant d'origine maghrébine, on a 8 fois plus de risques d'être contrôlé que quand on est blanc, et quand on est noir, c'est 6 fois plus de risques. Donc il y a une surexposition de ces populations-là au contrôle policier. Effectivement, souvent, il arrive malheureusement un peu trop régulièrement que ces contrôles en fait se terminent en des formes de violence. Et aujourd'hui, la nouveauté, c'est vraiment la possibilité en fait de capturer ces instants sur des images et effectivement l'écho que peut leur donner les réseaux sociaux. Donc c'est absolument malheureux, mais en même temps, je me réjouis du fait qu'une large partie de la population puisse prendre connaissance de ces abus. On a beaucoup évoqué Christian Macarian dans l'actualité aux États-Unis quand ça s'est produit. Cette fois, c'était les morts de jeunes Afro-Américains donc tués par des policiers lors d'interpellations qui avaient mal tourné. Cette fois-ci, dans ses premières conclusions, l'IGPN, Inspection générale de la police nationale, retient le caractère non intentionnel du coup de matraque. C'est un point important, il faut le dire, parce que la jurisprudence semble établir que pour qualifier un acte de viol, il faut déterminer l'intention, en l'occurrence de la pénétration. Or, viol ou violence, ça n'a pas les mêmes conséquences sur la peine encourue. C'est un point important dans cette affaire. Est-ce que on peut soupçonner l'IGPN de partialité ? Non, je ne crois pas qu'on puisse la soupçonner de partialité, mais en revanche, on joue sur les mots, puisque les faits sont constitués de façon tout à fait criante. Je crois que le problème, c'est la définition de l'intention. Y avait-il initialement intention d'humilier, de blesser un prévenu totalement innocent par ailleurs ou pas? C'est ça qu'il faut déterminer, parce qu'effectivement, ça peut avoir des sanctions sur la carrière du policier concerné. Mais enfin, fondamentalement, l'acte a eu lieu. Il n'est pas discuté. Donc, l'intention, certes, pour définir le crime juridiquement, mais l'agression a lieu sur un citoyen tout à fait innocent, et c'est en soi un indice d'un pays qui connaît une tension très forte, et il faut, à mon avis, mener une réflexion beaucoup plus approfondie sur ce petit fait divers, qui n'est pas du tout un petit fait divers. Il est démonstratif d'un énorme problème social. D'abord, la sociologie même de la police. Vous parliez tout à l'heure des États-Unis, c'est une police très blanche qui est opposée à une population noire. En France, le cas est différent. Et c'est une police qui, parfois, a la même composante sociologique de départ que les prévenus eux-mêmes. Donc, il y a des complexités dans les relations humaines. Il y a un stade de violence, en tout cas verbale, qui s'est installé. Vous voulez dire qu'on ne peut pas forcément présupposer d'un biais racial ou racialiste ou raciste dans l'attitude de la police ? Je n'en suis pas sûr. Je crois qu'il vaut mieux présupposer d'une habitude ordinaire tout à fait dramatique de la violence dans le comportement policier et aussi de l'autre côté. Donc c'est à mon avis ça qui est tout à fait dramatique. Claude Veil. Oui, j'ai peur, cher Christian, que dans le cas particulier, il y a eu quand même des mots prononcés qui semblent bien donner une coloration nettement raciste à l'affaire en plus. Mais le problème, il est en effet général. Quiconque est allé dans les cités a vu se créer ce climat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je vais prendre le truc dans le sens inverse. En Angleterre, par exemple, le policier de quartier est
connaît tout le monde, caresse la tête des gosses, c'est une présence bienveillante et pacificatrice. Le fait est qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une situation où la venue de ces brigades dans les quartiers est vécue comme l'intrusion d'une armée d'occupation. Oui. Et que les policiers ne viennent pas pour apaiser et pacifier, mais ils viennent souvent pour faire du chiffre. Oui. C'est-à-dire, comme on dit en langage policier, sauter des gamins. Des dealers, des machins, Oui. Et le résultat, c'est qu'on est dans une logique de confrontation dont on n'est en fait jamais véritablement sorti depuis les événements de Clichy-sous-Bois en 2005. Et cette affaire, c'est une piqûre de rappel terrible sur ce qui se passe dans cette France, avec ces quartiers de relégation, de discrimination ethnique, de relégation géographique, quartiers souvent enclavés, mal desservis par les transports en commun, avec des taux de chômage effarants dans la jeunesse, etc. Et juste une dernière remarque pour en terminer par ça. Ce jeune Théo, si j'ai bien compris, est un garçon très bien. En tout cas, il n'avait pas du tout d'antécédents. Aurait-il des antécédents que ça ne changerait rien à l'affaire ? Non, c'est juste. L'agression est tellement violente et inacceptable que même si c'était une racaille, ça serait de toute façon totalement inacceptable. Donc arrêtons de dire... on n'a pas tapé sur... Ça donne l'impression qu'on n'a pas tapé sur le bon. Non, il ne faut pas taper du tout, même sur les mauvais. Non, il ne faut pas taper du tout, et je rebondis sur ce que vous dites, et il ne faut pas employer des mots qui ont été employés, qui ont été qualifiés par un responsable de la police comme, j'ai oublié son adjectif, normaux. Non, voilà, justement, on va l'écouter, ce responsable on va l'écouter, cet représentant du syndicat Unité SGPFO. Il s'est repris, il s'est excusé. Il a dit convenable. C'est Luc Poignant. On va l'écouter, c'était lors d'un échange dans l'émission de France 5, C'est dans l'air. Je vous renvoie à ce qu'on a entendu dans ce reportage. L'idée, encore une fois, c'est de comprendre la façon dont les choses se passent. De cette jeune fille qui disait on se fait contrôler, on se fait traiter de bamboula, on se fait cracher dessus. Peut-être que cette jeune fille affabule. Il y a aussi cette version-là qui fait qu'on en arrive à des extrêmes comme ça. Mais la version, j'ai la même. Et je veux rester poli, mais j'ai la même. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Non. De l'autre côté, enculé de flic, c'est pas convenable non plus. Dans les deux sens, ça n'est pas convenable. Mais d'accord, mais c'est la conversation qu'il y a entre les deux. Ouais. C'est ça le problème. Voilà, alors il faut dire qu'il s'en est excusé après coup. Je ne suis pas, moi, personnellement, le témoin de moralité de ce monsieur Luc Poignant. Il se trouve qu'on l'a reçu à nombreuses reprises sur ce plateau et que jusqu'à présent, il n'avait jamais versé dans le stéréotype. C'est quelqu'un qui représente un syndicat qui est plutôt ouvert sur la jeunesse et le mouvement social. Comment vous l'expliquez, vous, Rokhaya Diallo ? C'est une contamination des esprits, des stéréotypes ou simplement une erreur d'expression ? Pour qu'une personne se permette d'employer cette expression à la télévision, sur le service public, en estimant que c'est une expression convenable, ça démontre quand même qu'il baigne dans un environnement qui tolère ce type de propos. Et moi, j'ai autour de moi et dans le cadre de mon travail rencontré énormément de personnes qui m'ont indiqué qu'elles avaient été désignées de manière extrêmement agressive, extrêmement raciste par des agents de police. Moi, je tiens quand même à rappeler les chiffres et l'étude qu'avait fait Amnesty International sur la culture de l'impunité quand même en France, parce qu'il est extrêmement rare que les policiers qui sont impliqués dans des violences soient sanctionnés, soient punis. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, par exemple, on s'est beaucoup interrogé sur les raisons qui avaient poussé en 2005 Ziad Benna et Bouna Traoré à fuir la police. Lorsqu'on voit ce qui se passe avec un transformateur EDF qui avait déclenché les mouvements d'émeute de 2005. Dans un transformateur EDF, c'était des enfants, des adolescents de 15 et 17 ans. Ils n'avaient absolument rien à se reprocher, mais ils ont couru. Pourquoi ont-ils couru ? Lorsqu'on voit ce qui s'est passé l'été dernier avec Adama Traoré, qui lui-même n'avait rien à se reprocher, est parti de chez lui le jour de son anniversaire et n'est jamais rentré, alors qu'il avait 24 ans et était en très bonne santé. Quand on voit ce qui est arrivé à Théo, on peut comprendre que des jeunes aient peur, en fait, a priori, de la police et le sentiment d'être surexposés. Et pour revenir à ce que je disais sur Amnesty International, Amnesty International a quand même déterminé qu'il y avait chaque année en France 15 morts par la police et que le profil type quand même de ces gens qui meurent sont pour la plupart des jeunes hommes d'origine maghrébine ou noire et qui sont issus de quartiers populaires. Donc il y a quand même un profil type de personnes qui sont ciblées par des violences policières et je crois que c'est un problème endémique contre lequel la France devrait vraiment se mobiliser pour lutter, qu'elle devrait éradiquer. C'est une idéologie raciste qui progresse sur le terrain ou c'est simplement le fait d'une méconnaissance ? On va peut-être voir juste un morceau, c'est un bout de reportage de 2003 qui illustre d'ailleurs ce que disait Claude Veil il y a quelques instants. C'est Nicolas Sarkozy qui rend visite à un commissariat à Toulouse. C'est une scène qui est restée assez célèbre puisqu'à l'époque il est ministre de l'Intérieur et qu'il rend visite à une unité de police de proximité. Voilà ce qu'il leur dit. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais c'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. On a fait fausse route, Christian Macarian, à partir de ce moment-là, en coupant la police du terrain, ou une partie de la police du moins. Je crois qu'en isolant le problème et en le réduisant à une confrontation entre la police et
une certaine population, on réduit toute cette question qui est éminemment sociale et sociétale à un état de tension et de violence extrême, alors qu'il implique, par exemple, des relais tout à fait essentiels, comme l'école, ça a été dit et répété, comme l'urbanisme, comme l'architecture. Et on s'en tire à trop bon compte dans la société française, de mon point de vue, à présenter les choses entre racistes et antiracistes toute la journée. Bien sûr que c'est du racisme qualifié, mais quelle est son origine et surtout comment le combattre? Pas avec des bons discours seulement, avec des mesures extrêmement concrètes, avec un encadrement scolaire adapté et avec une attitude beaucoup plus sophistiquée. Et les élus locaux vous le confirmeront, les élus locaux qui n'ont plus aucun poids ni aucun pouvoir en France. Ça passe, Claude Veil, par de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire prendre de réelles mesures. On se souvient qu'il y avait eu un grand plan banlieue d'ailleurs de Jean-Louis Borloo qui avait été salué par une partie de la classe politique. C'est ce type de mesures, au-delà des slogans, qui peut faire changer les mentalités. Quand on a voulu réhabiliter le patrimoine foncier, on l'a fait. Et d'une certaine façon, c'est relativement facile. On peut toujours repeindre, réparer les ascenseurs, etc. Réparer un tissu social aussi abîmé, ça c'est beaucoup plus compliqué. On a eu beaucoup de discours. On a même eu à une époque, souvenez-vous, l'annonce d'un plan Marshall pour les banlieues qu'on attend toujours. En réalité, on a laissé dériver ces quartiers périphériques de la République dans un discours, une construction sociale et politique qui les présente aujourd'hui, j'implique la presse aussi, généralement, au fond, comme des zones de non-droit, des endroits où il ne faut pas aller, où c'est épouvantable, des coupes-gorges. Et les policiers qui y vont forcément avec ce regard. Sarkozy disait, on est là pour interpeller, pas pour jouer au rugby. Donc, vous prenez des policiers, je ne veux pas générer, une logique de confrontation, jeunes, peu formés, vous les envoyez dans un quartier comme on monte au front, ils arrivent dans des tenues qui ne sont pas des tenues de père de famille, qui sont des tenues de guerre, de Rambo, avec comment dit-on, pas des blindages, des gilets pare-balles, des gilets, des casques, etc. Et donc, on est dans une logique de bande contre bande. On est déjà dans une logique de police anti-émeute, c'est ce que vous voulez dire. Ils entrent alors que ce devrait être des îlotiers. Comme on va en terrain dangereux. Avec dans leur tête une espèce de présomption de voyoucratie. C'est-à-dire les jeunes que j'ai... Alors, je ne veux pas idéaliser les choses. C'est vrai qu'il y a de forts taux de délinquance dans ces quartiers. Et c'est vrai qu'il y a des bandes de dealers qui tiennent les ascenseurs et les escaliers. Et c'est vrai que la police, quelquefois, se prend des radiateurs sur la tête. Je ne dis pas qu'il y a les gentils et les méchants. Je constate un état de fait où le tissu social est tellement dégradé que quand les forces dites de l'ordre vont dans ces quartiers, ils ont l'impression de monter au front. Oui. Et lorsque les jeunes de ces quartiers voient arriver les policiers, ils s'enfuient en courant même quand ils n'ont rien fait. Il y a quand même un problème là éminemment politique, en effet. Rétrospectivement, c'est quand même assez ironique de voir Nicolas Sarkozy parler du devoir de la police d'investiguer, d'enquêter sur la délinquance, étant donné les démêlés juridiques dans lesquels il se trouve actuellement. Je pense que, pour le coup, il a raison que la délinquance ne se résume pas au quartier qu'il avait à l'époque comme habitude de stigmatiser. Alors, pour en revenir à la politique, moi, je pense effectivement, comme vous le disiez, qu'il est important que la politique, en fait, se mêle de cette question-là. Et je veux revenir sur le fait que François Hollande a rendu visite au jeune Théo. Ce qui était attendu de François Hollande, c'était pas simplement de se rendre au chevet des victimes. C'est pas que du compassionnel. Lorsqu'il s'est engagé, sa mesure 60, lors de sa campagne de 2012, c'était de s'engager dans la lutte contre le contrôle au faciès. Oui. Et il y a une mesure très concrète qui lui avait été proposée par les collectifs, de contrôle d'identité. Simplement d'instaurer un récépissé. Le contrôle d'identité, c'est le seul acte, en fait, entre la police et les citoyens qui ne donne lieu à aucune trace. Il y a des gens qui s'estiment harcelés par la police. Eh bien, s'ils avaient un récépissé, ils auraient tout simplement la preuve. Et ça permettrait aussi de montrer sur quelle zone se concentrent les contrôles d'identité. Ça obligerait aussi les policiers à motiver les contrôles. Est-ce que ça met pas là, je me fais juste l'avocat du diable parce que c'est ce qu'ont dit certains syndicats de police et d'ailleurs les adversaires de la réforme, notamment Manuel Valls, est-ce que ça met pas de fait les policiers, cette fois-ci, en position de devoir se justifier et d'une certaine manière d'accusation? Mais ils doivent se justifier. Il faut quand même rappeler que les policiers sont là pour nous protéger, y compris pour protéger ces populations-là. Ils sont nos représentants et nos mandataires. Donc, lorsqu'un policier vous demande en fait votre identité, il doit expliquer simplement pour quelle raison. Moi, je pense qu'il y a une grande partie de la population qui n'a jamais été exposée à des contrôles d'identité et une autre qui le vit en permanence. Donc, un acte administratif doit simplement avoir une trace et c'est un moyen pour les gens... Moi, je trouve que c'est un moyen d'apaiser les tensions. Les caméras piétons, c'est ce que propose... On va peut-être écouter Bruno Leroux et puis je vais vous faire réagir, d'équiper en gros les gardiens de la paix, policiers et gendarmes de caméras piétons. Alors un dispositif pour l'instant purement à titre expérimental qui a vocation à être généralisé. Écoutez. Le déclenchement automatique qui va être celui prévu dans le cadre de la loi égalité-citoyenneté va apporter un niveau de sécurité supplémentaire dans les contrôles d'identité et les interventions qui se passeront dans nos quartiers.
C'est un élément de réponse, ça, Rokhaya Diallo, ça vous satisfait ? Là, ça pose un autre problème. C'est le problème de la question de la collecte des données personnelles. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie d'être filmé en permanence et d'avoir des traces comme ça. Vous voulez un récépissé anonyme pour la personne interpellée ? Non, un récépissé tout simplement qui serait un écrit et pas nécessairement une vidéo. Je pense qu'un récépissé, c'est quelque chose d'assez simple et je ne vois pas la nécessité en fait de vouloir systématiquement surveiller la population. Il y a quand même des débats sur la surveillance qui, pour moi, sont peut-être... En même temps, on l'a vu, dans le cas d'interpellation, les individus autour ne se gênent pas, eux, pour sortir des téléphones portables et filmer. Donc on peut se dire, finalement, pourquoi pas une vidéo qui équiperait les policiers eux-mêmes. Oui, mais moi, je pense que il n'est pas... Si il y avait une trace effective des contrôles d'identité, il ne serait pas nécessaire, en fait, de déployer des outils techniques de cette manière-là. Moi, je trouve que ça pose d'autres questions. Donc un outil statistique plutôt qu'un moyen de surveiller ce qui se passe réellement ? Oui, mais encore une fois, Raphaël, on reste dans une logique sécuritaire, antisécuritaire, droite, gauche. La droite est pour... C'est pas de l'aménagement du territoire, c'est pas de l'urbanisme, c'est ce que vous dites. Accrue, la gauche pour les droits de la personne, et on n'en sort pas. Oui. Et ça fait des décennies que c'est ainsi. Et à mon avis, il faut changer la perspective globale. Aménagement du territoire, urbanisme, éducation. Et un débouché pour cette jeunesse. Désenclavement des quartiers. C'est évident, et c'est à relier avec... Et mixité sociale aussi, parce que c'est aussi un des gros problèmes aujourd'hui de la carte scolaire. Économique et sociale de cette jeunesse, et fait partie du problème, et c'est trop pratique de s'en débarrasser en restant sur le débat sécuritaire. On mesure l'ampleur de la tâche. On a peut-être le temps, pour un ou deux dessins, Isis, et puis on fera le reste des dessins juste après notre pause. Alors, j'ai deux dessins surlignés. Un premier dessin des Délimbres, un dessin publié dans Les Canards enchaînés, que vous devez voir sur les écrans. Oui, qu'on va voir, le canard enchaîné. Voilà. Alors, bavure d'Aulnay, donc on voit cette scène entre deux policiers et un qui essaie justement de trouver une excuse pour justifier l'injustifiable. Chef, j'étais en train de nettoyer ma matraque et les coups est parti tout seul. Et cet autre dessin des Boligan, un dessinateur mexicain, un dessin publié dans El Universal. Et voilà, un dessin qui résume les violences policières. Et on pourrait dire, voilà, quand la violence remplace la raison. Donc on voit le policier à un gorille et voilà, on voit qu'il est assis, plutôt sur son propre cerveau. On voit beaucoup de réactions justement dans la presse étrangère sur cette affaire, Théo. Oui, certains dessinateurs... comme ces dessins des Boligan. Et on a d'autres dessins peut-être à montrer ? Non, on a plus. Pas là-dessus. Alors on parlera de nos autres thèmes d'actualité dans un instant. Vous restez avec nous et on se retrouve tout de suite pour la suite d'une semaine dans le monde.